Bien, un nouveau bonjour et bienvenue pour cette première conférence, cette conférence d'ouverture du premier Hub Emploi et Formation des métiers de la communication et du marketing en Hauts-de-France, organisé par Place de la Communication. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 environ. Je vous le précise tout de suite, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos deux intervenants du jour que je vais vous présenter dans un tout petit instant. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est attractivité et compétences des métiers de la communication. Pourquoi ce sujet? Eh bien, on entend parfois que nos métiers sont plutôt désirés, plutôt tendance, ils attirent. On entend aussi que finalement, une fois qu'on est entré dans certaines entreprises, une fois qu'on a fait quelques mois d'expérience, etc., on peut souffrir d'un manque de reconnaissance quand on travaille dans la communication. On peut aussi, dans les médias, parfois, être considéré comme des métiers pas toujours très transparents, très nobles, etc. Donc, on est dans une sorte de paradoxe, finalement. Et l'autre élément de contexte qui nous amène aujourd'hui à questionner cette question de l'attractivité des métiers et des compétences à déployer pour y faire une belle aventure, un beau parcours, c'est aussi, il s'est passé des choses récemment. Le contexte de crise a aussi remis en question, mais c'est une lame de fond qui était déjà lancée depuis quelques années déjà. Il y a un nouvel équilibre des forces aujourd'hui entre les recruteurs et les candidats. C'est-à-dire que le pouvoir, entre guillemets, de négociation, de décision, eh bien, il n'est plus que du côté du recruteur comme on pouvait encore l'imaginer il y a quelques années. Aujourd'hui, on entend même parfois dire, et on le redira peut-être tout à l'heure, que c'est le candidat, quand il a un bon profil, qui est désiré, qui choisit son employeur. Pour ces raisons, il nous a semblé intéressant de se dire comment les recruteurs et les candidats peuvent retrouver entre eux des liens de séduction. Comment moi, recruteur, je peux devenir désirable et travailler ma marque employeur pour attirer les talents, mais aussi comment moi, talent, dans une relation de couple, c'est donnant-donnant, comment moi, talent, je dois aussi évoluer, quels sont les leviers que je peux activer pour travailler mon employabilité, pour être aussi la pépite que le recruteur ou l'entreprise que je souhaite rejoindre viendra chercher. Pour animer ce sujet, je vous remercie d'accueillir Valérie Fenot, qui est déléguée régionale APEC Hauts-de-France. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Et Ludovic Ebrard. Alors, Ludovic est là à deux titres. Il est président fondateur de l'agence événementielle avec un grand H. Et il est venu aussi en tant qu'administrateur du réseau national ComEnt, anciennement Communication Entreprise, car cette association, ce réseau, a mené une enquête justement sur l'attractivité de nos métiers. Bonjour Ludovic et bienvenue. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Salut Arnaud. Alors Ludovic, tu es venu, on va se tutoyer ? Ce sera plus simple. Tu es venu nous présenter, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, tu es venu nous présenter et partager les résultats d'une étude, je le disais, menée par ComEnt sur l'attractivité des métiers de la communication. Avant qu'on en découvre certains résultats, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ComEnt a décidé de faire cette étude sur l'attractivité des métiers de la com ? Oui, le pourquoi de départ est quand même assez intéressant. Donc, ComEnt, pour faire très vite, c'est la première association des communicants sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'Hexagone, dont les Hauts-de-France, mais au-delà des Hauts-de-France, qui représente à la fois les professionnels de la com en entreprise privée, entreprise publique, en agence, et qui représente également les indépendants. Donc vraiment, tous les métiers, tous les profils de la com. On traite de la logique d'attractivité des métiers de la com depuis longtemps chez ComEnt. Moi, je suis administrateur de ComEnt et je m'occupe tout particulièrement des notions d'attractivité et d'employabilité. Je sais que le mot n'est pas très joli et que c'est un néologisme, mais il a un sens réel, je pense, dans une logique de carrière et de développement des compétences. Au départ, en fait, on avait lancé en 2016 puis 2019. En 2016, on avait lancé une étude des salaires dans la com. Et en 2019, on avait évolué, on était passé de la notion de salaire à la notion de rémunération, tout simplement parce que, en fin de compte, du fait de la présence de pas mal d'indépendants, freelance, auto-entrepreneurs, etc., dans nos métiers, la notion de salaire était trop restrictive. L'écueil c'était super intéressant. Et bien évidemment, quand on a publié cette étude, les gens se jetaient dessus pour voir
par rapport à leur poste, leur fonction, s'ils étaient plutôt dans la fourchette basse ou haute de rémunération. Donc c'était très chiffre. Mais derrière, en fait, ça ne créait pas plus de discussion que ça. Du coup, en 2022, on a décidé de lancer une étude sur l'attractivité de nos métiers. Donc, plutôt que de parler uniquement du salaire, en gros, combien je gagne par an ou par mois, etc., il nous a semblé intéressant plus de se poser la question, j'allais dire, d'une approche plus qualitative de nos métiers pour voir comment on se positionnait. A fortiori, en période post-Covid, le sujet était d'autant plus intéressant que la notion du travail, le rapport au travail a quand même vachement évolué. Les questions d'équilibre vie pro-perso, etc. Sont fortes aujourd'hui. J'en parle d'autant plus que moi, je bosse en agence depuis que j'ai 24 ans et que on est réputé en agence pour faire bosser les gens beaucoup, tard, etc. Et qu'aujourd'hui, bah non, recruter des jeunes et leur faire des charrettes jusqu'à 23h le soir, c'est pas possible. Ça peut être de l'ordre de l'exception. Mais en dans l'événementiel notamment. Ouais. Non, mais sur un événement, ça peut finir à 4h du mat. Mais j'allais dire, c'est lié à l'événement, c'est différent. Mais en tout cas, typiquement, oui, la logique d'équilibre vie pro-perso, de quête de sens, bien évidemment. Mais ça, c'est pas propre à la communication, mais c'est vrai aussi en communication. Donc voilà pourquoi on a voulu plutôt s'intéresser à la dimension attractivité qu'à la seule dimension salaire. Ça, c'est le point de départ. D'accord, merci. Alors, évidemment, ce qui va être aussi intéressant de comprendre avant de se plonger dans les résultats, c'est de comprendre, et tu vas pouvoir nous en dire quelques mots, quel est le profil des répondants. Oui. Parce que les résultats vont dépendre des profils, et vous avez fait justement des personas, on verra ça tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir des grilles de lecture. Alors, profil des répondants. Je précise avant tout que l'étude a été menée avec le cabinet Occurrence. C'est important de le préciser puisque il y a eu toute une méthodologie et le regard de professionnels et d'experts capables de mener ce type d'études. Sur les répondants, en fait, on est très fidèle à la réalité de notre filière. Je précise quand même on a eu 1295 répondants. Alors, encore une fois, sur l'ensemble du territoire, hein, pas spécifiquement sur les Hauts-de-France. La répartition homme-femme, vous le voyez, elle est cohérente dans nos métiers. On dit souvent qu'il y a 70 à 75% de femmes dans nos métiers. On est dans un univers très féminisé. Alors on représente une parfaite parité avec Valérie. Mais pas avec Arnaud. C'était le carnaval de Dunkerque il n'y a pas longtemps, donc j'exprime que je fais ma part de parité. Il n'y a rien à faire, c'est les femmes qui bossent et c'est les mecs qui se débrouillent pour se mettre sur scène. Donc voilà, en tout cas, c'est assez fidèle à la réalité. On avait quand même posé la question. Il y a des gens qui ne souhaitent pas forcément s'identifier comme homme ou femme. Il y a 1% de répondants qui sont non-binaires. C'est le début. J'imagine que ce chiffre augmentera plus tard. La majorité des répondants a entre 26 et 45 ans. Ça représente 54%. Donc c'est assez parlant. Petit bémol, j'allais dire, et c'est un sujet d'actualité, seulement 8% de 56 ans et plus. Je pense qu'on fait partie des filières dans lesquelles il y a une forme de jeunisme. Et du coup, chez Comment, notamment, on a un vrai sujet qu'on souhaite attaquer, c'est comment vieillir dans la com. Enfin, alors, vieillir, c'est relatif, hein, mais en tout cas, comment, effectivement, je peux continuer à m'épanouir. Sur le niveau... Ou être... Ou, bien sûr, complètement. Ou aller vers un autre job, etc. Parce qu'ensuite, dans l'absolu, en communication, on a des tas de compétences. Sur le niveau de diplôme, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en gros, plus de 80% ont au moins un bac plus 4. Et d'ailleurs, on le verra dans les logiques d'attractivité. Aujourd'hui, pour les candidats, les jeunes candidats en tout cas, avoir un bac plus 5, c'est plus un élément de différenciation. Alors ensuite, tout dépend de quel type de bac plus 5. Donc on est effectivement très diplômé dans la com. Vous voyez ensuite sur les établissements, principalement, majoritairement des études de communication, parce que je pense qu'en école de communication, bien sûr on fait de la communication, mais je pense qu'en université, c'est majoritairement il y a des filières spéciales. Ouais. Et quand même un petit peu d'école de commerce. Voilà, ça c'était du coup la première slide. Si on va sur la slide suivante, on voit que la moitié des répondants sont en position de recruter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas salariés. Hein. Donc en gros, on est sur un 50-50 entre gens qui sont en position de recruter et gens qui sont plutôt en recherche potentiellement. On a 75% de salariés et on voit que 84% d'entre eux sont cadres. Donc j'allais dire Valérie qui représente l'APEC n'est pas là pour rien.
Une très grande majorité de cadres dans le métier de la communication. Pas mal d'indépendants quand même, c'est à relever. Et puis je vous laisse aussi voir l'expérience des répondants. On a 3/3 relativement homogènes, peut-être avec un poil plus de gens qui ont plus de 15 ans d'expérience, mais on a quand même pas mal de gens, de jeunes pros comme répondants. Sur la slide suivante, on va voir que c'est assez bien réparti en fait sur le type d'organisation, puisqu'on a 39% de gens qui travaillent en agence ou société d'études, prestataires, etc., donc très proches des agences. Et en fin de compte, on a 29% plus 19% de gens qui travaillent en entreprise, donc 29 en entreprise privée et 19 en entreprise publique. Et puis ensuite, quelques-uns qui sont en association, en école, université, etc. Sur le siège social, grosse majorité en Île-de-France. Désolé, on est dans un pays extrêmement centralisé. On dit la même chose en région avec Lille. Voilà. On a cet effet de centralisation lié à la présence des sièges et puis de certains bassins d'emploi. Exactement. Mais il n'empêche que, bon, quand même 31% de répondants en région, donc c'est intéressant. Là où on peut retrouver quelque chose qui parle peut-être plus spécifiquement aux Hauts-de-France, c'est qu'on voit bien que plus de 50% des répondants sont dans des entreprises de 1 à 200 salariés. Et je crois, Arnaud, que c'est assez beaucoup plus même cohérent. Oui, c'est cohérent, mais c'est encore plus marqué, je pense, sur le territoire. On a beaucoup de TPE, PME et peu de répondants, quand on fait l'observatoire, qui dépassent le stade de l'ETI, par exemple, ou les grands groupes. Mais oui, en effet. Donc voilà pour les répondants. Donc, honnêtement, je crois que, enfin, d'après ce qu'on voit chez Comment, c'est assez représentatif de la filière communication. Donc c'est du solide. Et du coup, oui. Petite précision, forcément, donc on est sur la première étude d'attractivité. Donc ce qui sera intéressant, c'est quand on en refera. Je le dis parce que Place de la Communication fait un observatoire tous les 2 ans. Tous les 2 ans, depuis 2016. C'est à travers le temps qu'on verra si ça évolue et comment ça évolue. Merci beaucoup. Alors moi, ce qui va m'intéresser aussi, ce qui va nous intéresser à nous ici sur scène, c'est savoir aussi un peu qui vous êtes, parce qu'en fonction de votre profil aussi à vous, on va tout de suite retourner sur Klaxoon. Vous pouvez vous reconnecter, enfin si vous n'étiez pas déconnecté, je ne pense pas. Je vous remets le petit QR code. Est-ce que tout le monde est connecté? C'est bon. Logiquement, si vous n'êtes pas sorti de la solution, vous n'avez qu'à retourner sur l'onglet et vous y êtes. C'est OK pour tout le monde? Alors, on va vous poser une première question sur Klaxoon, qui est celle-ci. Faisons connaissance. Et on vous donne on vous demande dans un premier temps de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes salarié, dirigeant? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi, en transition professionnelle, etc. Donc, vous êtes 17 personnes connectées. Ça veut dire que peut-être que certains vont encore nous rejoindre là, qui sont peut-être encore en train de se connecter. Donc voilà, on a bientôt la moitié d'entre vous qui nous ont qui ont répondu. On voit ça tout doucement. On va encore attendre. Vous n'êtes plus connecté. Alors, je peux remettre le petit hashtag, le petit QR code, pardon, à l'écran. Je le remets rapidement ici. Voilà. En plein écran, pendant que les autres répondent. Voilà. Alors, on vous demande si vous êtes salarié, si vous êtes en transition professionnelle, en recherche d'emploi, si vous êtes dirigeant d'entreprise, étudiant, etc. Donc, ça nous permettra aussi de faire de prendre un peu le pouls de la salle. Alors, vous êtes un échantillon, on va dire, très restreint, évidemment, mais ça nous permettra peut-être de rebondir ou d'insister peut-être sur certains messages par rapport au public. Oui, exactement. Et puis, l'appli n'empêchera pas les questions. Exactement. Voilà, donc il nous reste encore 4-5 personnes à répondre. L'idée n'étant pas d'attendre à chaque fois que tout le monde ait répondu. Voilà, je vais encore attendre 10 secondes. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps. Ah, il y a des gens qui dérépondent, qui enlèvent leur réponse. Ah non, non, quand même pas. Bon, allez, j'attends encore 10 secondes et puis on va dévoiler les résultats. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de répondre à cette question-là. C'est juste pour nous avoir un peu une photographie du groupe. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Allez, on n'attend plus. Donc, la composition du groupe. Ah bah c'est clair. Les étudiants, levez la main. Levez la main. Ouais, évidemment, ils sont tous au fond, les coquins. À côté du radiateur. Vous avez bien Alors, raison. je compte sur vous pour ne pas prendre la clé des champs avant la fin. Salariés dirigeants, 29%. Et ensuite, voilà, indépendants, freelance ou en recherche d'emploi ou en transition. Voilà un petit peu
notre groupe aujourd'hui. Question Merci. suivante, c'est pas fini. On vous demande aussi, alors on ne demande pas précisément, mais on vous demande dans quelle tranche d'âge vous vous situez. Parce que ça fait partie des critères de lecture aussi importants pour comprendre et analyser certains résultats qu'on va vous présenter. Voilà, dis donc, ça y est. Le rythme est pris. Le rythme est pris là. Ça se remplit très très vite. Moi, je suis sur l'ancien. Pas sur l'ancien. C'est parce que tu dois avoir un problème de... Je vais faire un refresh. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc si jamais vous êtes resté bloqué à la question présente, vous faites un petit refresh, hein, c'est tout. Voilà. Donc, bon allez, je n'attends pas. Voilà, on a au moins 80-90% des répondants. Donc, dans la salle, vous êtes évidemment, et le 43%, il est pile poil, étudiant, moins de 26 ans. Donc voilà, vous êtes en nombre aujourd'hui, on est ravis que vous soyez là. Entre 26 et 35 ans, pour 14%, et ensuite on a à peu près 20% de 36-45, 46-55. C'est assez homogène finalement avec le... C'est marrant, hein, avec le profil. Sauf que les étudiants sont un peu surreprésentés, mais les moins de 26 ans, Oui, mais je pense plutôt pas que mal. c'est représentatif aussi des métiers de la com en général. Exactement. Alors, on va tout de suite, maintenant, le suspense a assez duré, parce qu'il y a quand même un premier chiffre qui va nous intéresser, Ludovic. Ouais. Et Valérie pourra aussi apporter ses commentaires à la lecture des premiers résultats. Oui, vous inquiétez pas, c'est moi qui parle beaucoup en premier, mais ensuite je laisse Valérie. Le s'exprimer. suspense a assez duré, Ludovic. Tu On parles dévoile d'un le suspense, chiffre. Est-ce ouais. que nos métiers sont attractifs ou pas? Roulement de tambour, go. Alors, on a toute une méthodologie. Je précise que vous pourrez voir l'ensemble de l'étude sur le site de Comment, avec tous les détails, les critères, et puis on va quand même rentrer un petit peu dans les critères au-delà de ce chiffre. Comme je vous le disais, c'est la première fois qu'on fait cette étude d'attractivité, et on est le seul secteur à notre connaissance à l'avoir faite. Donc du coup, on n'a pas d'élément de repère. Est-ce que 6,7 sur 10, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que je peux dire? Chez Comment, on a eu tendance à se dire qu'on avait seulement 6,7 sur 10 sur l'attractivité des métiers de la com. Le seulement, il est relatif, puisqu'effectivement, on n'a pas d'élément de comparaison. Et puis, d'un sens, j'allais dire, on n'est pas là en train de noter, un Deliveroo, un Uber ou un resto ou un hôtel, etc. On ne met pas une note sur 4 étoiles ou 5 étoiles, etc. C'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disaient seulement. Je me disais, après tout, écoutez, on est clairement au-dessus de la moyenne. Bien évidemment, on est loin des 10, donc ça veut dire qu'on a une marge de progression qui est intéressante. Et voilà. Et surtout, je pense que cette étude, je le rappelle encore une fois, elle a été menée en période post-Covid. Alors qu'on se posait la question, alors que la relation au travail a été sacrément perturbée. Et en plus, j'allais dire, nous, on n'a pas eu forcément le meilleur rôle en tant que communicants pendant la période Covid, parce que clairement, on n'est pas, j'allais dire, et sans aucune polémique dessus, mais je veux dire, on n'est quand même pas considéré comme un métier dit essentiel. Utile. Ouais, et ça, pour autant, je me bats, et chez Comment, on se bat pour dire que vraiment, la communication dans la vie, c'est utile. J'allais dire, dans la communication au sens commun, comme au sens professionnel. Et pour autant, on a été utile plus que jamais, parce qu'au moment du Covid, les communicants qui étaient en tout cas en activité, pas forcément encore les étudiants, pas forcément les futurs professionnels de la com, on a communiqué, mais comme des malades, parce que notamment en com interne, comment on continuait à garder le lien avec les collaborateurs, comment on continue à garder le lien avec les clients, enfin avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc c'est là où moi j'aurais tendance à dire, voilà, 6,7, bon, on aurait préféré avoir 8, bien évidemment, ou enfin même 10, mais en tout cas, il faut remettre dans le contexte quand même qui était d'une interrogation. En période de turbulence, on peut se dire que c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors ensuite, je précise juste, je n'ai pas dit tout à l'heure, ouais, si vous souhaitez partager les résultats en direct, vous avez le hashtag Hub Emploi Formation, qui est le hashtag à suivre aujourd'hui et à partager si vous publiez par exemple sur Twitter ou d'autres réseaux. Et vous pouvez, n'hésitez pas à mentionner Place de la Com, hein, vous avez la mention du compte qui est là, pour partager votre expérience et ces quelques résultats avec vos réseaux et votre audience. Pardon Ludovic. Pas de souci. Bon, ensuite, ce chiffre, comme ça, brut, il ne veut pas dire grand-chose, il faut qu'on rentre un petit peu dans le détail. Donc si on rentre dans le détail, et justement qu'on regarde par rapport effectivement au profil des répondants,
Moi, il y a 3 chiffres que je retiens, qui me semblent intéressants. Alors, encore une fois, hein, vous pourrez aller trouver toute l'étude et regarder en détail. Ce qui est intéressant, c'est que la note, il y a peu d'écart, j'allais dire, en plus ou en moins, selon les profils des répondants. On peut quand même noter que les moins de 26 ans, et vous êtes majoritaire dans la salle, vous mettez une meilleure note d'attractivité, alors que, j'allais dire, juste après, donc avec 7,20 sur 10, quand je rappelle que donc la note moyenne elle est de 6,7. On voit qu'en revanche, effectivement, les 26 à 35, autrement dit, les gens qui sont tout juste entrés dans la vie professionnelle, ça chute un petit peu. Donc j'allais dire, c'est un petit peu normal et un peu cohérent de se dire, voilà, tant que vous êtes dans le cadre de vos études, vous êtes potentiellement en alternance, vous avez potentiellement fait des stages, etc. Mais vous n'avez pas encore, j'allais dire, assez de longévité, j'allais dire, d'une activité professionnelle. Et du coup, vous êtes encore excité, j'allais dire, dans le bon sens du terme, pour aller vers vos nouveaux métiers. Hop, 26 à 36, bienvenue dans la réalité. Donc, il y a un petit fléchissement. Et on voit que ça remonte, en revanche, sur les 35 et plus. Donc, c'est assez cohérent, je pense, par rapport à ce qu'on peut vivre quand on entre dans la vie active. À noter quand même un truc important que je voulais valoriser, c'est que la meilleure note, elle est chez les indépendants. 7,79. Ouais, ça c'est super intéressant parce qu'on a de plus en plus de gens qui ont des profils indépendants dans nos métiers de la com. Historiquement, les freelances existent depuis extrêmement longtemps dans la com. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On a beaucoup d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, etc., qui s'épanouissent très très bien dans la com. Donc ça c'est vraiment important à relever. En Hauts-de-France, nous avions identifié une vraie vague à partir de 2017-2018, de freelancisation du secteur. C'est ça. Et je peux vous sortir un chiffre qui n'est pas du tout de cette étude, mais qui est très parlante. J'ai 52 ans. Quand je faisais des études, il y avait eu une étude qui avait été menée auprès des gens qui étaient en début d'études secondaires sur la volonté d'être entrepreneur. À l'époque, on était 3% à se poser la question de l'entrepreneuriat. Donc, quand je dis à l'époque, je parle début des années 90. Il y a 3-4 ans, on a reposé la question. Aujourd'hui, dans les gens qui font des études secondaires, 30% disent vouloir entreprendre d'une manière ou d'une autre. Vous imaginez le gap. C'est pour ça aussi qu'on retrouve potentiellement les indépendants qui peuvent avoir des statuts, ils peuvent travailler seuls ou en tout cas en pôle, projet, etc. Voilà. Valérie, tu en région Hauts-de-France, ils vivent comment leur métier, les communicants? Comment ils se sentent dans leur métier? Alors plutôt heureux, très heureux. C'est ce qu'indique le baromètre. Les pros de la com, effectivement, 33% se disent très heureux et 58% plutôt heureux dans leur travail, donc à très forte majorité. Ce qui correspond, si je dois faire là pour le coup un peu une comparaison, et je le ferai assez en répétition, de comparer à l'ensemble du marché cadre pour avoir un repère, parce que c'est vrai que c'est très compliqué finalement de pouvoir ex nihilo, quand on fait une première étude, avoir le benchmark et faire des comparaisons voilà, intersecteurs, intermétiers. Donc, par rapport au marché des cadres, quand on interroge les cadres, ils se disent en grande majorité plutôt heureux dans leur travail, plutôt satisfaits de leur mission. En revanche, ils soulignent quand même la question qui a déjà été abordée et qui est un vrai sujet pour les recruteurs et pour les dirigeants d'entreprise. C'est aussi la surcharge de travail et ce fameux sujet des équilibres vie professionnelle et vie personnelle qui est vraiment alors non pas émergent, puisque c'est quand même quelque chose qu'on avait souligné depuis quelque temps par rapport au cadre, et notamment par rapport à la jeune génération. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup intensifié, beaucoup développé, et finalement sur toutes les tranches d'âge, j'aurais envie de dire ça, par rapport à ce qu'on vient, ça paraît un peu trivial, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre au travers des différentes crises, et des évolutions sur comment je suis dans mon travail, comment là où j'habite, là où je travaille, est-ce qu'effectivement j'ai toujours envie de travailler dans une grande entreprise versus une plus petite entreprise, est-ce que je ne songerais pas à une reconversion, y compris à mi-carrière, mais aussi très tôt dans la vie professionnelle.
Donc voilà, toutes ces évolutions qui sont sociétales et puis qui sont très liées aussi à l'ensemble des événements qu'on vit et qui s'accélèrent finalement, font que faut qu'on se pose toutes ces questions et qu'on voit bien effectivement, on en voit bien le reflet. Pour revenir spécifiquement sur certains profils, on voit bien que la com, et vous l'avez dit, est beaucoup plus ouverte aux débutants. Hein. Et d'ailleurs, les offres d'emploi communication sont encore plus ouvertes aux débutants en Hauts-de-France, oui. Hein, à hauteur de 30%. Et puis, voir aussi que, et là on le voit aussi dans les entreprises, hein, c'est aussi une fonction transverse qui existe aussi dans les entreprises. Donc, s'y sentir bien, se sentir heureux, avoir envie de continuer et de s'y développer, c'est aussi très en lien avec les conditions de travail de l'entreprise elle-même et qui n'est pas uniquement une entreprise de la com, mais une entreprise dans laquelle on exerce la fonction de la communication. Oui, ça peut être aussi, est-ce que la communication siège au comité de direction et donc elle est reconnue comme stratégique? Voilà, la place qu'on lui... Pas de militantisme aujourd'hui. La place qu'on lui laisse, oui. Et puis oui. J'aurai l'occasion d'y revenir au niveau de la marque employeur, etc. Mais aussi, finalement, est-ce qu'on tient les promesses qu'on a données au moment du recrutement? On va en reparler parce que, notamment sur le sujet des démissions précoces, on voit bien que c'est le sujet des promesses non tenues qui font qu'on part très vite de l'entreprise. Oui, on parle d'attractivité, mais c'est aussi fidéliser l'enjeu, hein, évidemment. Gros enjeu. Sans spoiler Valérie, on en reviendra tout à l'heure, mais le fait d'exercer en tant que femme ou homme aussi peut avoir un impact. Je dis sans spoiler parce qu'on va y revenir tout à l'heure, hein, Valérie, mais on va revenir sur cet angle-là aussi qui est particulier. Oui, alors des métiers très féminisés, on l'a vu, et nous on a sorti une étude récente sur le fait que évidemment c'est pour les femmes que c'est un peu plus difficile de concilier vie perso et vie professionnelle. Donc teasing. Du coup, je rebondis et il y a un sujet sur lequel la com a travaillé comme tous les autres secteurs, c'est que c'est désespérant, mais non seulement on est dans un univers ultra féminisé, mais pour autant les salaires, la différence de salaire est identique, enfin la différence dans le mauvais sens du terme pour les femmes, est identique que dans les autres secteurs. Donc c'est désespérant, quoi. Enfin, on est dans une logique 70-75% de femmes dans la com, mais il n'empêche qu'il y a quand même cet écart de 20 points de rémunération. Alors, je vous propose d'avancer. On y reviendra certainement tout à l'heure. Alors, on a une photographie. On a partagé une photographie, voilà, par public, par profil, âge, typologie, entreprise, etc., statut. C'est une note. Voilà, c'est vraiment une photographie à un instant T, prise dans un contexte de turbulence. On y reviendra. Hein, c'est une invitation pour les prochaines éditions. On y reviendra. Ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces notes. Quels sont les critères finalement qui font que quand j'exerce dans les métiers de la communication ou quand je suis étudiant ou en recherche d'emploi, etc., qu'est-ce qui fait que je vais dire c'est plutôt attractif, c'est un secteur qui me fidélise ou pas, etc. On va s'y pencher tout de suite, Ludovic. Oui, parce que là, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, on a un très, très gros tableau. Alors, on a un très gros tableau, mais et encore une fois, vous pouvez aller le trouver sur le site de Comment. Il est très facile à trouver. Vous voyez qu'on avait quand même pas mal de critères, donc, parce que un chiffre comme ça ne veut rien dire. Donc ensuite, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans les critères. Et on va voir avec Valérie d'ailleurs qu'il y a certains critères qui ne sont pas forcément les plus mis en avant parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on peut répondre dans une étude et la vraie vie. Donc typiquement, et on va aller sur la slide d'après, mais juste avant d'aller sur la slide d'après, on voit qu'en 6e seulement, on a la rémunération. Avec une note malgré tout correcte. Une note correcte, parce qu'on voit que la meilleure note, c'est 8,31 et la moins bonne, c'est 6,7. Oui, mais alors Ludovic, moi, je me fais poil à gratter. C'est bien connu. On l'entend, on le voit partout dans les discours, sur les réseaux sociaux inspirants notamment, que la rémunération, c'est plus du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est le sens au travail. C'est pas important, la REM. On est d'accord ou pas ? Et on est bien d'accord avec Valérie que l'idée, c'est très joli de mettre le sens donné au travail en premier critère d'attractivité, mais on est bien d'accord que quand on est confronté à une réalité, qu'on cherche un boulot, le critère de la rémunération, il remonte en number one, je pense. Pour 52% des répondants, c'est le premier critère de motivation. Donc,
Voilà, ne l'oublions pas. Et il revient en force, en fait, puisque dans un contexte d'inflation, Bien sûr. de questions de pouvoir d'achat, la question de la rémunération, alors évidemment, particulièrement pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui se positionneraient sur une recherche d'emploi, c'est effectivement la rémunération. Ça n'exclut pas tous les autres critères, hein, bien sûr. Exactement. Vous allez les évoquer. Alors, on a fait le top 5 des critères et le flop 3, finalement, ceux qui arrivent en dernier, bon, avec des notes quand même malgré tout moyennement correctes. C'est un gentil flop. Voilà, donc si on pouvait apporter ces commentaires déjà sur le top 5. Alors, sur le top 5, mais vous voyez pourquoi on parlait de la rémunération, parce qu'il n'est pas affiché et pourtant il est juste derrière. Il est juste là, alors, très bien, hein, un bon niveau. J'allais dire, on est assez corporate dans ces éléments de réponse, puisque effectivement on met avant tout le sens donné au travail. Mais je pense que c'est une tendance très forte qui va au-delà de la filière com. Oui, puis qui n'est pas complètement nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà identifié chez les cadres en particulier comme étant un sujet, le sujet du sens. Après, il faut vraiment pouvoir rentrer dans le détail de ce que ça veut dire en fait, hein, le sens donné au travail. Il y a toute la question de l'intérêt des missions, de son utilité, d'une stratégie qui serait tout à fait transparente et très claire, parce qu'à contrario, c'est une source de démotivation dans l'entreprise. Donc, il faut un peu creuser sur cette question du sens qui est un peu fourre-tout et qui quelque part peut être un peu galvaudé. Donc, je suis d'accord, rentrer dans le détail. Ça peut être fourre-tout. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que ça arrive en tête, alors que souvent, la communication est considérée comme pas mal de gens comme ce qu'on appelle un bullshit job. Et en fin de compte, on voit quand même qu'on veut mettre du sens dans ce qu'on fait. Non, mais je dis pas que tout le monde considère qu'on ne sert à rien et machin, etc. Et je suis convaincu, et j'adore mon métier, et je suis convaincu que je fais des choses utiles. Mais du coup, il y a quand même cette logique de sens qui importe. Mais je suis d'accord avec toi, il faut la relativiser et il y a sens et sens. Le deuxième, c'est plutôt intéressant, c'est l'intérêt intellectuel. C'est plutôt valorisant. Je pense qu'il est assez évident de voir qu'en fin de compte, on est dans une logique où la majorité des métiers de la communication, effectivement, j'allais dire, à la fin, il y a une campagne de com, un dispositif, etc. Mais avant tout, il y a une réflexion. Et que la communication, elle est très représentative, j'allais dire, des grands sujets de société qu'on peut avoir dans la vie, etc. Donc c'est intéressant. Je veux dire, quand effectivement, je donne un exemple un peu facile, pas facile, mais récent et très parlant. Quand MeToo est sorti, et ben forcément, les entreprises ont vachement pris la parole enfin sur la question que ce soit de la parité homme-femme, mais aussi sur la question des agissements positifs et nettement moins positifs. Par exemple, donc voilà, on suit les faits de société, donc forcément l'intérêt intellectuel, il est fort. L'équilibre vie pro-perso, de plus en plus important. Et là, pour le coup, j'en parle particulièrement parce que je sais que dans une ancienne étude qu'on avait fait sur la rémunération, on voyait qu'il y avait une vraie désaffection de la part des étudiants pour le travail en agence. Et je pense qu'il y a un vrai boulot à faire côté agence. Il est initié, mais on ne va pas encore assez loin pour justement respecter ces logiques d'équilibre vie pro-perso. Et faire de la pédagogie aussi, certainement, sur les métiers. Oui, donner la bonne parole, etc. Et j'allais dire, les agences savent se réinventer. J'en parle d'autant plus facilement. Vous voyez, moi, je suis désolé, je reparle de la période Covid. Moi, je fais de l'événementiel, donc vous imaginez bien que mon métier a été un peu gêné par cette situation. On a su se renouveler, on a fait de l'événementiel à distance, on a télétravaillé, etc. Et tout ça, notamment, ça peut participer à l'équilibre vie pro-perso et aux conditions de travail. Merci pour la transition. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce fameux terme des conditions de travail ? On retrouve ce qu'on trouve dans la plupart des boulots tertiaires, hein, parce qu'on parle tout le temps de télétravail. Puis, alors, nous, on n'est pas très présents dans l'industrie. Enfin, en tout cas, potentiellement, il peut y avoir des communicants dans l'univers industriel, mais les communicants ne sont pas ceux qui sont derrière les machines, j'allais dire. Donc, effectivement, dans les conditions de travail, cette logique d'équilibre vie pro-perso, donc forcément, de plus en plus, la possibilité de télétravailler. Qui n'est pas forcément évidente pour tous. Alors, je ne sais pas dans les Hauts-de-France, mais typiquement, moi, j'ai une équipe plutôt jeune
Et j'ai une équipe, et on est à Paris, donc les jeunes vivent dans 12 ou 18 mètres carrés. Ils sont bien contents de venir au boulot pour sortir de leur petit espace. C'est un exemple, mais qui est quand même très parlant. Donc ça peut être ça, mais comme les conditions de travail, c'est au sens large, c'est la capacité effectivement à avoir des locaux agréables, les outils digitaux, informatiques, etc., agréables. Ça peut être, et ensuite, ça va s'adapter vraiment en fonction des entreprises. Effectivement, la vie dans une agence de 25 personnes n'est pas du tout la même que la vie dans une entreprise de 2000 ou 5000 collaborateurs. Valérie, pour les cadres, en Hauts-de-France ou plus globalement, Oui, plus les conditions de travail, ça veut dire quoi? Conditions de travail, on parle même de QVCT, hein, qualité de vie et conditions de travail. Ouais. Hein, c'est un petit mot à la mode. On a rajouté à C. QVT le C. Bien sûr, c'est tout ce que tu as dit. Mais du coup, j'ajouterais aussi, et ça, quand on interroge les cadres, pour plus de 40% d'entre eux, la localisation de l'entreprise a son importance. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut introduire, évidemment, la notion de distance au lieu de travail, donc aussi proposition de télétravail. Hein, quand je disais où j'habite, où je travaille, donc ces sujets-là sont vraiment prégnants aujourd'hui. C'est bien précisé, oui. Et télétravail, quand même, il y a plus de 50%. Aujourd'hui, on est passé à 53% des cadres qui sont réticents à regarder une offre d'emploi qui ne présenterait pas de télétravail. Hein. Comme donc, il y a une majorité d'activités qui sont télétravaillables, hein, dans les activités qu'on décrit aujourd'hui. Bien sûr, en tant que recruteur, il faut absolument réfléchir à ce qu'on est capable de proposer sans, comme on parle de conditions de travail, sans oublier aussi que c'est important aussi de travailler sur le collectif de travail, sur l'ambiance aussi du travail, qui est un critère très important de motivation pour les cadres, de la variété aussi, hein, puisque quand on est aussi peut-être derrière son écran, on a moins de possibilités d'avoir de la variété, du contact. On l'a vu, le sens et l'utilité des missions. Et puis j'ajouterais, il y a un critère qui est très important et qui est vraiment souligné comme critère de motivation, c'est l'autonomie. Et du coup, l'autonomie, alors elle peut être donnée dans une équipe, mais le fait qu'il y ait de la forte satisfaction des indépendants dans leur choix, évidemment, il y a un lien aussi sur ce critère de l'autonomie. Alors, si on pouvait vraiment en 2 ou 3 minutes finaliser l'analyse de cette slide, parce qu'il y a les personas après. On va analyser les personas par 2 ou 3 ou 4 profils de personas. Donc, très rapidement. N'oublions pas qu'on va parler aussi après de l'employabilité. Hein, donc, on va s'intéresser aux candidats également. Oula, je dirais un petit mot sur la reconnaissance. Oui, bah, qui est important. On va en parler. On a juste un petit souci d'affichage. Stroboscopique. On est en train de vous hypnotiser pour que vous restiez dans la com, en fait. On parlait, on parlait aussi effectivement dans le 5e critère, c'était apprendre davantage l'expérience, toujours plus d'expérience, apprendre, développer ses compétences, etc. C'est très cohérent avec l'intérêt intellectuel et le sens donné au travail. C'est effectivement des métiers où on peut faire preuve de curiosité, où on peut entrer dans les sujets, etc. Et on ne fait pas que des coups de com', si je veux jouer sur les mots. Donc ça, c'est le top 5. Et le flop... Partons du dernier, la reconnaissance. La reconnaissance, alors qu'est-ce qu'on entend par reconnaissance? C'est potentiellement la notion d'utilité pour la société. Est-ce qu'on est utile à la société? Manifestement, ce n'est pas un critère qui arrive en premier pour les répondants. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'on veut être inutile, hein. C'est juste, et puis encore une fois, on est à 6 versus 8, donc il n'y a pas un écart non plus monstrueux. Et les 2 critères, alors moi qui m'étonne un petit peu, c'est effectivement, enfin, le critère, l'avant-dernier, c'est se former. Ça peut se comprendre puisqu'on est sur plus de 84% ou 86% de bac plus 4 et plus. Donc forcément, quand en formation initiale, on est en bac plus 4, bac plus 5 et voire bac plus X, il y a peut-être un peu moins de volonté, en tout cas en déclaratif, de vouloir se former tout au long de sa carrière. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Et pour autant, ce qui doit être proposé. Oui, c'est proposé et je pense qu'on peut se former tout au long de sa vie professionnelle en communication. Mais c'est vrai que ce biais, ça a un biais quand on est forcément très diplômé au départ. Ça induit, effectivement. Voilà. Et ensuite, ça c'est ma grande tristesse, c'est que dans le flop, on a la notion d'employabilité. Et là, c'est un vrai sujet qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais juste ayant en tête, il faut
travailler son employabilité tout au long de sa carrière. Alors, c'est peut-être moins parlant quand on est futur pro, mais ce que je veux dire, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, il faut travailler son employabilité, y compris quand ça va bien et qu'on est en poste, parce qu'il ne faut pas attendre d'être sur le carreau pour X raison que ce soit, enfin, ou en tout cas pour subir une situation, pour travailler son employabilité. Merci. Alors, je vais te recruter à l'APEC, puisque c'est le message qu'on passe, qui est problème, d'anticiper, de prévenir, et non pas effectivement d'attendre d'être dans les difficultés pour être accompagné, pour aller chercher du conseil. Et que c'est comme ça qu'effectivement, on travaille tout au long de... Enfin, on évolue tout au long de sa vie. D'ailleurs, l'évolution professionnelle pour à peu près un quart des cadres est important dans les perspectives professionnelles. Sur la reconnaissance, il y a le baromètre, enfin l'observatoire de la com et du marketing qui a montré que 50% des professionnels estiment que leur métier n'est pas assez reconnu aujourd'hui. Donc on a bien ce sujet-là. Et la reconnaissance fait partie des premières sources de démotivation. Enfin, le manque de reconnaissance fait partie des principales sources de démotivation. Donc, évidemment, c'est un sujet à travailler dans l'entreprise aussi. Et alors, après, c'est pareil, la reconnaissance... Elle est au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise également, oui. On parlait du sens, hein, c'est pareil. La reconnaissance, c'est aussi un sujet. Bon, tout le monde n'y met pas le même sens. On a cette fameuse phrase, quand on est communicant en entreprise, tout le monde peut être communicant, finalement. Hein. On a toujours un patron, un collègue d'un autre service qui dit « Oh, tu peux me faire une petite vidéo » ou alors je vais prendre les photos parce que ça, je sais le faire, c'est pas compliqué, etc. Et on ne voit que les résultats, finalement, de tout un travail fait en coulisses qui n'est pas forcément visible et donc ça peut être frustrant. Préparez-vous, les jeunes, il va falloir défendre votre place de communicant dans l'entreprise. Et vous avez une vraie valeur ajoutée stratégique et ça, c'est vraiment un vrai combat, entre guillemets, à mener au quotidien. Et je redis quand même, pour ceux qui recherchent un emploi, les deux critères les plus importants, c'est bien la rémunération et l'intérêt des missions. Et oui. Voilà, donc... Arrêtons aussi les bullshit déclarations qui disent que les jeunes ne s'intéressent pas au salaire. C'est faux, ça reste un levier important. Alors très rapidement, il nous reste une demi-heure pour aller au bout et ne pas oublier de parler des candidats aussi dans un second temps. Donc le persona moins de 26 ans, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh ben, on le voit à l'écran. Donc, comme on le disait, on est plutôt sur une note élevée, le 7,20. Donc, à moins de 26 ans, on a plutôt une image assez attractive de nos métiers. Dans les tops, effectivement, c'est les conditions de travail, le sens donné au travail et vivre une expérience nouvelle. On voit que la rémunération, elle est dans les notes moyennes. Or, la réalité du terrain, le jour où vous cherchez un boulot, fait que cette rémunération remonte beaucoup. Et effectivement, cette logique sur la question de la raison d'être. Alors, la raison d'être, elle est plutôt dans les flops, entre guillemets. La raison d'être, c'est la raison d'être de l'entreprise. Hein. Donc, ce qu'elle propose, etc. Et on peut... c'est très subjectif. Je regarde pas le bon truc, pardon, je suis désolé sur la raison d'être. Les flops, pardon, c'est avoir un impact sur la société. Peut-être qu'effectivement, c'est un truc à moins de 26 ans où on se pose moins la question, mais peut-être que c'est pas vrai dans la salle. Hein, donc, je relativise le truc. Et encore une fois, on est quand même sur 7,19. Les possibilités de formation, mais forcément, vous êtes en pleine formation. Donc, vous vous posez peut-être moins la question. Et puis, exercer un métier reconnu par la société, on évoquait cette logique d'utilité. J'allais dire subjectif, et ça montera. Donc, on voit forcément les moins de 26 ans, vous êtes en attente, donc forcément, vous avez envie, donc vous êtes peut-être plus positif. En revanche, si on va sur la slide suivante, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a un petit fléchissement de 26 à 35. C'est le moment où vous êtes confronté à la vraie vie professionnelle et sur une période plus longue que les stages ou les alternances que vous avez pu faire précédemment. On voit qu'il y a un petit fléchissement. L'équilibre vie pro... Plutôt bien vécu, là, l'équilibre vie pro, vie perso. Oui, forcément, parce que j'allais dire 26-35 ans, c'est le moment où effectivement on s'installe un peu plus dans la vie. Potentiellement, c'est le moment où on peut éventuellement fonder une famille, acheter un appartement, ou en tout cas essayer d'acheter un appartement ou une maison, etc. Parce qu'on a une rémunération qui le permet. Oui, le seul truc qui est le problème, c'est justement sur cette rémunération, c'est que
Valérie, tu me contrediras ou pas, mais avant, ce qui était en gros, quand je dis avant, il y a 20 ans, on va dire, la rémunération, elle allait comme ça au fil du temps. Tout le temps, oui. Aujourd'hui, elle peut aller comme ça. Donc, c'est... comme les carrières. Voir comme ça. Comme ouais, oui, comme les carrières. Donc, c'est quand même relatif. Enfin, c'est important cette logique de rémunération, mais effectivement, on peut... ça peut être en dents de scie, là où c'était plus régulier. Etc. Est-ce qu'on peut dire une sorte de désillusion finalement une fois qu'on est dans l'entreprise, qu'on est dans le monde du travail, sur la raison d'être finalement, le sens qu'on peut trouver et ce que l'entreprise reflète en termes de raison d'être, c'est quand même certainement un petit peu en dessous de 7 là. Ouais, certainement un petit peu. Ensuite, moi je suis pas objectif là-dessus parce que j'ai une agence de com, donc la raison d'être, elle est relativisée parce qu'au bout du compte, on travaille davantage sur la raison d'être de nos clients, donc des entreprises. Là, par contre, 5,76. Voilà, là c'est la misère, reconnaissance du métier. C'est la misère, et donc on voit bien ce qu'on disait plus tôt, et je m'adresse peut-être un peu plus aux jeunes, mais je veux bien sûr m'adresser à tout le monde. C'est cette logique, effectivement, qu'on est bien conscient que on manque de reconnaissance dans la société en général, et en particulier dans l'entreprise dans laquelle on travaille, quand c'est pas une agence, où effectivement on est une fonction support. On sait facilement nous appeler pour faire une affiche où tu peux me faire un flyer vite fait, etc. Donc par une entrée support, mais pas forcément réflexion stratégique globale, etc. Et puis tout le monde pense savoir faire de la com. Or, c'est un vrai métier. Ouais, c'est facile. Mais bon, il faut qu'on respecte le truc. C'est comme ça. Donc, moi, je prends des photos à la maison. Hein, c'est bon. Tout le monde a un smartphone. Faut arrêter quoi, les communicants. Bon, c'est ça. Si on va très vite, je suis un peu maso. Hein, je m'auto-flagelle. Est-ce qu'on peut passer le troisième pour aller directement aux étudiants? Sur les étudiants. Voilà, le persona, là, c'est plus un critère d'âge, là. Enfin, même s'il y a un lien, mais c'est les étudiants. Qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà. Donc manifestement, alors je ne sais pas si vous vous reconnaissez en fond de salle, mais en tout cas. Manifestement, le premier sujet, c'est les conditions de travail, vivre une expérience nouvelle et la rémunération. Donc, tiens, intéressant, la rémunération revient dans les tops. C'est un vrai sujet. En critères moyens, mais avec un chiffre fort, on est à 7,83. Hein. Le sens donné au travail, les opportunités d'évolution de carrière. Donc, ça montre que vous êtes bien sûr au début de votre parcours pro, mais que vous vous projetez quand même. Beaucoup d'attentes. Dans une logique de carrière, ouais, complètement. Et puis, produire un travail de qualité, quand même plutôt pas mal comme truc de base quand on travaille, c'est de se dire qu'on produit des choses qualitatives et intéressantes. Voilà. Et dans les flops, l'employabilité, mais forcément, je veux dire, quand on démarre sa vie professionnelle, c'est normal qu'on ne réfléchisse pas dans une logique d'employabilité sur le long terme. On est au début, on avance comme on peut. Les possibilités de formation, je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, cette logique, vous êtes encore en formation, donc vous ne vous projetez pas encore. Et puis, je pense que quand on est en formation initiale, on n'a pas encore forcément conscience et connaissance de toutes les possibilités de formation au cours de la carrière. Et de l'enjeu de le faire, certainement aussi. Ouais. D'accord. Et puis toujours cette logique de reconnaissance qui est dans les flops, peut-être un vrai sujet sur cette utilité qu'on peut avoir dans la société en général. Après, il y a un petit principe de réalité. Je vais faire de la peine à l'auditoire, hein, mais c'est vrai que les métiers de la communication ne font pas partie. On a fait une étude sur les métiers porteurs en 2023. Ils ne font avec les poids lourds, les Formule 1, dans ceux où il y a beaucoup d'offres, ceux où il y a beaucoup d'offres et une tendance à la progression des offres. Il y a même des métiers qui recouvrent les deux. Et c'est vrai que les métiers de la communication ne figurent pas dans les métiers porteurs en 2023. Quand on regarde par ailleurs, mais ça ne vous n'étonnera personne, les métiers plutôt qui sont en lien avec la data. Alors du coup, plutôt le marketing digital pourra être approché, mais ce ne sont pas les métiers les plus porteurs et les plus. Mais on aura quand même quelques chiffres qui permettent d'être un peu optimiste tout à l'heure, Valérie. Oui, il n'y a rien de grave non plus, mais bon, c'est un principe de réalité. Et un chiffre intéressant que tu as partagé quand on a préparé cette conférence, Valérie, c'est un jeune diplômé, sa première expérience, son premier poste, finalement, il y a une durée moyenne qui est mesurée par l'APEC.
Oui, alors on parle pour des débutants, enfin sur le premier poste, effectivement, une durée de vie moyenne. Hein, alors c'est moyen de 18 mois dans l'entreprise. 18 mois, une première Donc, expérience avant de faire autre Je chose. parle aussi aux recruteurs. Hein, il faut l'avoir à l'esprit quand on recrute et mettre tous les moyens de fidélisation en place pour garder, surtout quand on a eu des difficultés déjà pour recruter, puisque le marché est quand même très tendu, y compris sur vos métiers. Et voilà, c'est quand même important, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait peu de seniors, ou en tout cas une représentation plus faible il y a peu de jeunisme dans ces métiers. Et donc, il faut aussi se poser les questions. Si on reste aussi peu dans une entreprise, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités d'évolution de carrière. Et réfléchir à cette question qui n'est peut-être pas, tu l'as dit à juste titre, peut-être tout de suite évidente sur la formation. Mais en fait, la formation tout au long de la vie, c'est vraiment très, très important. Et quel que soit son point de départ, quel que soit son niveau de diplôme, et que l'entreprise aussi soit elle-même apprenante. Mais je vais vous faire un petit focus aussi sur ce qu'on a appelé les démissions, ce qu'on a regardé sur les démissions précoces. Et là, c'est tout cadre confondu. Dans les 10 dernières années et sur 2 ans, on a on a 22% des cadres qui ont démissionné. Hein, donc c'est quand même assez conséquent. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Et quand on est, mais c'est pour donner une tendance générale, et quand on est sur les moins de 35 ans, on est à 42% qui ont démissionné dans les 2 ans. Donc c'était vraiment un phénomène, sans parler de grandes démissions, mais turnover qui s'accélère. De ce qu'on appelle les démissions précoces. Ouais. Et puis, en même temps, peut-être mieux des démissions précoces que le quiet quitting, qui consiste à rester dans son entreprise, mais à en faire le moins possible, ou en tout cas être très en retrait, très en recul. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on vient de découvrir ensemble finalement les critères d'attractivité avec des focus et des angles d'analyse par profil. Ce qui va nous intéresser aussi, c'était une des promesses faites pour cette conférence, c'est de regarder un peu du côté des candidats finalement. Du côté des candidats, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant, un salarié ou une personne en recherche d'emploi ou un salarié qui cherche à bouger, à être mobile, à faire une nouvelle expérience professionnelle dans le secteur de la com et du marketing, saura lui aussi se rendre désirable pour un recruteur. Donc là, on a quelques clés. Et à la fin, je vous le dis tout de suite, on va faire un focus sur les 10 conseils aux recruteurs et les 10 conseils aux candidats. Hein. Donc, restez attentifs. Valérie, quelles sont les tendances finalement aujourd'hui? C'est intéressant peut-être de dire où en est le marché du travail en région Hauts-de-France. On a des chiffres grâce à l'Observatoire. Est-ce que tu peux nous les commenter? Effectivement, voilà, tu les précises. Hein, selon l'Observatoire de la communication et du marketing en Hauts-de-France, il est plutôt difficile pour les recruteurs. Alors, c'est vrai, il y a vraiment des vraies tensions, hein, plus généralement, au-delà des Hauts-de-France, au-delà des métiers de la com, des vraies tensions sur le marché de recrutement des cadres. Hein, ça, il faut le savoir. C'est cet environnement-là que nous vivons. Mais on voit bien qu'une difficulté pour trouver les bons profils, et notamment dans les agences. 80% disent que c'est difficile. 80% disent que c'est difficile. Aujourd'hui, en moyenne nationale, on a plutôt 56% des recruteurs qui nous disent éprouver des difficultés pour recruter. Donc, vous voyez, c'est très aigu, notamment du point de vue des agences. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on se tourne plus volontiers vers des profils seniors. Hein. C'est vrai que quand le marché est très tendu, il y a une tendance à se tourner vers les profils les plus débutants, les plus jeunes. C'est valable pour le marché de l'emploi global, d'ailleurs. Et c'est aussi une caractéristique du secteur. Donc, voilà. Et les embauches des jeunes diplômés, effectivement, ont fortement progressé en 2022. C'est très net. 2020, et d'ailleurs, sans dévoiler, ce que je ne peux pas vous dévoiler sur ce que nous allons révéler le début avril, on retrouve cette tendance plus généralement d'un marché qui était favorable aux débutants et aux jeunes diplômés en 2022. 2 fois plus d'intention de recrutement de profils moins expérimentés de moins de 2 ans, 2 fois plus qu'en 2020
en 2022. Certainement dû à la reprise le marché post-crise. Oui, certainement en aussi. 2020, il y a eu un vrai trou d'air dans les intentions de recrutement parce qu'il faudrait le ramener à la volumétrie en fait, des recrutements. Et c'est vrai qu'en 2020, on a eu un vrai trou d'air et une baisse très, très significative des recrutements et qui a vraiment pénalisé pour le coup les débutants et les jeunes diplômés pour lesquels on a mené des actions spécifiques pour justement pouvoir les accompagner dans ce trou d'air avec un marché qui est redevenu meilleur pour eux maintenant. Sur l'observatoire, j'imagine, sur les agences, il y a une spécificité, c'est qu'elles doivent être très concentrées sur l'île, j'imagine, en Haute-France. Exactement. Oui, comme les annonceurs, hein, alors sauf si on prend les TPE, PME, etc., mais on a du mal à les capter dans les répondants, ils sont plus difficiles à capter dans ce type d'études, mais on a une polarisation sur l'île métropole, exactement, hein, qui fait qu'il y a un turnover très important. Alors, les recruter, c'est compliqué. 42% de l'emploi cadre est dans la MEL. Hein. Voilà, 42% de l'emploi cadre. Et difficulté à les recruter, difficulté aussi à les fidéliser. Je le disais tout à l'heure, cette logique de c'est le candidat qui va choisir alors son agence, c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. C'est de plus en plus vrai et donc du coup, les cartes sont rebattues entre guillemets. Alors merci, on va accélérer encore un tout petit peu. Je suis désolé, hein, mais c'est très très intéressant. Donc je ne vous coupe pas trop la parole. Ça va pour l'instant? Tu es parfait. Exactement, il faut qu'on ait le temps de discuter. Alors, Ludovic et Valérie, hein, d'ailleurs, l'étude Comment, elle donne aussi quelques repères. On va le découvrir ça dans un tout petit instant sur quelles sont finalement les qualités attendues d'un candidat. On va notamment parler des soft skills et les compétences comportementales ou relationnelles. Mais avant qu'on découvre ça, on va vous poser la question à vous. On va retourner sur Klaxoon. Alors, je vais aller directement dans Klaxoon et je pourrai réafficher le QR code pour celles et ceux qui le souhaitent. On va vous poser une question directe. Hop. Je vous parlais il y a un instant des soft skills. Alors, selon vous, en un mot, un adjectif. Alors, ne mettez pas d'article de déterminant. C'est vraiment un mot ou un adjectif brut. Quelle est, selon vous, la compétence comportementale, soft skills, compétences relationnelles ou humaines, tout ce qui n'est pas compétence technique, la plus importante dans les métiers de la communication? Quelle est l'adaptabilité? Première réponse, et on va voir au fur et à mesure de vos réponses. Vous pouvez participer plusieurs fois, hein, si vous hésitez entre plusieurs compétences comportementales ou soft skills. Allez-y. Et pendant que ce nuage de mots continue d'évoluer, je vais poser la question déjà à Ludovic. Quelle est la qualité finalement qui est ressortie des résultats de l'enquête Comment sur, voilà, aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'on peut attendre d'un candidat quand on est recruteur ou quand on est potentiellement recruteur sur le marché de l'emploi en com? Alors, en premier, c'est la qualité relationnelle. Qualité relationnelle. Et ce qui est logique, parce que je pense que la qualité relationnelle, d'une manière générale, les soft skills, effectivement, sont forts, même si, encore une fois, il faut pas qu'ils effacent les hard skills, et on a quand même besoin de compétences et d'expertise. Hein. C'est le mot à la mode, soft skills, mais remettons-le à sa place. Et puis, qualité relationnelle, parce que, en tant que communicant, a priori, être dans le relationnel, ça peut aider. Oui. Donc c'est un petit peu cohérent. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas dans ce qui ressort dans l'étude, la première chose c'est la capacité relationnelle. La deuxième chose c'est sa capacité à s'adapter. On voit que l'adaptabilité a une belle place dans le nuage de mots. C'est qu'effectivement on est dans un monde qui bouge sans cesse. La communication traite quand même énormément aujourd'hui des sujets de transformation des entreprises. Donc, ça nécessite forcément d'avoir une vraie capacité d'adaptabilité. Et puis, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le troisième point, ça va être la bonne adéquation entre les missions proposées et l'expérience du candidat. Donc là, on en revient un peu plus aux hard skills. Et du coup, c'est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un tout petit peu d'équilibre entre, effectivement, les soft skills, la qualité relationnelle, les choses comme ça, et quand même une adéquation entre les missions et l'expertise. Alors Ludovic, la créativité quand même, là, on la voit très plébiscitée, très citée. C'est plutôt rassurant ça, que cette qualité créative soit... C'est super rassurant parce qu'effectivement, on se doit d'être créatif dans nos métiers de communicants, mais n'oublions pas que c'est la créativité au sens large. Quand on pense à créativité en communication, on pense à direction artistique, graphisme, etc. Mais la créativité, elle se niche aussi dans les dispositifs employés, dans les concepts de départ, dans les stratégies de moyens. Les nouveaux récits aussi à imaginer avec la RSE, l'environnement, etc. Donc c'est créativité au sens large du terme. Au sens même, j'ai envie de dire, noble du terme. Plus noble, en tout cas, enfin très large, très haute. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça marche.
Donc, Et Valérie, un d'ailleurs, commentaire sur les soft skills? Pour l'Observatoire, Oui. justement, on retrouve le top 3. Alors, dans le top 3, il y a la créativité, pour 65%. Et puis, il y a 70% l'esprit d'équipe. Donc finalement, on retrouve aussi ce travail Qualité relationnelle, voilà, collectif et peut-être le fait de se retrouver dans les équipes, sur place, en présentiel, versus le télétravail. Et puis 64%, le sens de l'écoute. Bon, je pense que c'est très en lien aussi, je connais moins bien vos métiers que vous, mais Communiquer, aussi c'est d'abord écouter, oui, en effet. Et oui, quand on est en plus avec un client, il faut d'abord l'écouter pour bien comprendre ce dont il a besoin. Et puis ce que j'ai envie de dire, alors tu le disais, ça ne veut pas dire qu'on oublie les compétences techniques, parce que d'abord un recruteur, il va commencer par identifier et évaluer des compétences techniques. C'est quand même son premier tri entre guillemets. C'est pas très joli. Mais de plus en plus, bien sûr, on sort de cette logique qu'on appelle adéquationniste, c'est-à-dire il faut cocher toutes les cases des compétences techniques pour aller de toute façon en décision finale sur la question des compétences transverses aussi. C'est une autre typologie de compétences. Et puis les compétences comportementales, donc on appelle les soft skills, et qui souvent d'ailleurs font la différence dans la décision finale du recruteur. Oui, parce qu'on peut faire la même formation. Il y a beaucoup de formations qui ont des programmes qui peuvent être comparables, etc. Donc sur le papier, être des candidats entre guillemets des clones. Parfois, j'insiste. Enfin, je suis un peu La différenciation, être en capacité de convaincre sur ses motivations, démontrer aussi qu'on a une capacité à apprendre. Je pense que quand on est en plus débutant, de donner à voir ça auprès du recruteur, c'est important. C'est vraiment des choses clés. Et puis aussi de démontrer qu'on est capable de s'intégrer au collectif de travail. Ça fait partie aussi des moments clés à développer dans un entretien de recrutement. Primordial. Du coup, ça peut nous amener effectivement aux conseils qu'on peut donner. Voilà, alors oui. Juste politesse. très rapidement, l'Observatoire 2022 en France a mis en avant une montée en puissance des compétences techniques. Donc, on voit aussi qu'il y a une logique business qui est revenue au premier plan suite à la crise. Tout ce qui va être maîtrise des canaux d'acquisition digitaux, le référencement naturel, le référencement payant, la publicité en ligne, les relations presse traditionnelles, les relations presse en ligne, mais aussi les relations influenceurs, qui sont des vrais métiers. Si on oublie je ne citerai pas celle dont le nom commence par Nabi et finit par là, mais il y a une catégorie d'influenceurs qu'on voit beaucoup à la télé ou sur certaines plateformes qui ne correspondent pas au vrai métier d'influenceurs, producteurs de contenu, comme ils s'appellent plus volontiers, qui sont des vrais leviers aujourd'hui de notoriété, d'acquisition et de promotion d'une marque et de ses services et de ses produits. Et la production audiovisuelle, on parle d'un outil qui est de plus en plus, et ça fera plaisir aussi aux copains de la régie, la production audiovisuelle qui devient une compétence de plus en plus stratégique parce que c'est du récurrent et aujourd'hui la vidéo prend une place fondamentale dans toute stratégie de communication. Je peux juste donner un exemple sur les relations influenceurs très vite. Nous à l'APEC, pour toucher notamment les jeunes générations, alors on est sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, enfin voilà vraiment un truc un peu classique finalement, mais on a fait appel à certains influenceurs sur TikTok, sur Instagram, enfin en tout cas qui sont identifiés pour parler à la jeune génération sur l'accompagnement du projet de carrière, des choix que les débutants sont amenés à faire, et puis aussi les aider à s'insérer. Et donc on est passé par des influenceurs plutôt bien positionnés et bien capés. Alors, merci beaucoup. On a décrypté ensemble les critères d'attractivité. On a découvert aussi certains leviers d'employabilité à prendre en compte pour les candidats, qu'ils arrivent sur le marché du travail ou en mobilité professionnelle. On va maintenant, je vous propose de faire on a commencé à donner quelques conseils justement avec Ludovic et Valérie. On va découvrir ensemble une shortlist finalement de conseils, qu'on peut donner aux recruteurs pour les aider à se mettre en mouvement et à évoluer, mais aussi aux candidats. Et on va aussi vous poser la question à vous, finalement. Pendant que Valérie et Ludovic nous présentent ces quelques conseils, on va vous reposer la question. Donc, on va retourner sur Klaxoon. Et là, on va être plutôt en mode un peu brainstorming, rapide, certes, mais malgré tout, hop, on va vous poser la question suivante, qui est finalement une question en deux temps. Une question en deux temps, vous allez le voir. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les bonnes pratiques à développer
par les recruteurs ou par les candidats. Pour les recruteurs, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Post-it vert pour les candidats, post-it orange, pour justement travailler ce rapport de séduction, pour se retrouver dans une relation gagnant-gagnant, attirer mais aussi fidéliser. Et donc, je vous montre un exemple. En bas de votre écran, vous avez ce petit onglet plus qui apparaît. Voilà. Vous cliquez dessus, vous choisissez la couleur selon que vous répondiez en tant que recruteur ou en tant que candidat, recruteur en vert. Je vous mets un exemple. Vous tapez votre idée, une idée par post-it, s'il vous plaît. Et une fois que vous l'avez tapé, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit avion vert qui se trouve ici et vos réponses vont arriver à l'écran et moi, je pourrai venir les organiser et venir les répartir sur ce template. Voilà, donc continuez, mettez quelques idées. Pendant ce temps-là, je reviens sur PowerPoint parce que Valérie et on fera un focus sur vos idées tout à l'heure. On en verra la convergence. Évidemment. Exactement. Alors, si on avait 10 conseils, alors on va peut-être pas avoir le temps de tous les commenter. Ce que disait Ludovic tout à l'heure est vrai aussi pour la présentation. Vous aurez la possibilité de retrouver tous les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui dans un second temps, téléchargeables via Place de la Communication. Si on devait en choisir 3-4 forts, Ludovic, Valérie, parmi ceux qu'on a listés ici, quels seraient-ils? Alors, je suis recruteur. Qu'est-ce que je dois prendre en priorité pour travailler mon attractivité, attirer des talents et leur proposer une bonne expérience? J'allais dire lire, découvrir l'étude d'attractivité. Bien joué. Bien joué. Alors, non, mais du coup, c'est un communicant. Parce qu'on y retrouve les trucs. C'est effectivement raconter une histoire, montrer que ça a du sens de travailler pour cet employeur. Bien évidemment, valoriser les conditions de travail. Et puis, j'allais dire aussi valoriser les éléments de rémunération. Et je dirais ne pas sous-estimer la rémunération, particulièrement en agence. On essaie de progresser, mais il y a encore du taf. Et aussi, j'allais dire, valoriser la rémunération dans sa globalité. Et ça, c'est vrai pour les recruteurs comme pour les candidats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le salaire mensuel brut ou net. Alors forcément, quand on est candidat, on pense plus au net, et quand on est employeur, on pense plus au brut. Mais dedans, il y a potentiellement des avantages qui peuvent être l'intéressement, qui peuvent être des logiques de primes, qui peuvent être la complémentaire santé, etc. En tout cas, ne pas jouer l'autruche, Valérie, sur ces critères-là. Une annonce qui n'affiche pas de salaire, est-ce qu'elle est efficace? Quand on voit transparence, la transparence, nous, on donne la possibilité au cadre de requêter sur les offres d'emploi, uniquement celles qui proposent au moins une fourchette. C'est déterminant sur l'efficacité des annonces. Au moins une fourchette de salaire. Et on sait qu'effectivement, sur le rendement de l'annonce, on aura effectivement beaucoup plus de candidats et en plus des candidats qui seront mieux ciblés. Parce que, évidemment, un certain nombre de critères, je parlais du télétravail, donc on a aussi la réflexion sur la proposition de télétravail. Là aussi, on peut requêter télétravail ou pas de télétravail. Et donc, du coup, effectivement, pour les recruteurs, quelque part, ils sont un peu discriminés s'ils n'ont pas réfléchi à ces sujets-là. Un sujet qui te tient à cœur et qui tient à cœur aussi à l'APEC, l'inclusion, Valérie. Absolument. Moi, j'utilise ce mot, il y a une sorte de gaspillage d'opportunités sur le marché. Et on est mauvais dans la com. En tout cas, il y a des viviers de talents. Et quand on a un marché en tension, de pouvoir ouvrir ces critères. On voit que ce sont des métiers qui sont finalement très jeunes, qui sont très féminisés. Donc, il me semble qu'il serait intéressant que les recruteurs puissent, et les employeurs puissent un peu ouvrir effectivement, y compris sur les seniors, personnes en situation de handicap. C'est vraiment un vrai sujet. Je parlais des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Si on est sur les jeunes aussi, regardez ceux qui sont peut-être les plus soumis à des critères de discrimination. Et c'est un formidable vivier. Et tout ça... au bénéfice de la diversité en fait dans l'entreprise. C'est pas l'inclusion pour l'inclusion et c'est une vraie richesse la diversité en fait dans une entreprise, dans une équipe. Et c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement bons élèves en communication sur le sujet. Il y a un vrai travail qui est à faire. C'est un des sujets qu'on traite aussi chez Comment. Alors, si on se met maintenant en face d'un candidat, d'une candidate, quels conseils on pourrait lui donner? N'en choisissons que 2 ou 3 parce que les questions-réponses arrivent dans 2 minutes. Ouais. On voit différentes choses. Moi, j'ai envie de me focaliser particulièrement sur l'avant-avant-dernière, soigner son expression écrite et orale.
On a un vrai sujet en communication, c'est que l'expression orale et écrite chute vraiment. Et c'est pas vrai, disez-lui vous. C'est pas vrai ça. Non, mais j'attends que ça. Mais effectivement, on n'a pas besoin de faire des études de ouf pour faire de la com, et on n'a pas besoin de faire de lettres classiques. Le fameux participe passé, hein, le fameux participe passé. Voilà, hein, mais il n'empêche que sur un post, quel qu'il soit sur les réseaux sociaux ou sur un site, etc., ou sur un email envoyé à un client quand on est agence, ou envoyé à des collaborateurs ou des parties prenantes de l'entreprise, bah oui, maîtriser le français, c'est quand même super basique. On nous attend là-dessus particulièrement. Mais du coup, moi, je le mettrais presque comme une expertise dans nos métiers, parce que ça fait partie effectivement de ces qualités relationnelles, et la dimension rédactionnelle est importante. On ne demande pas d'être Baudelaire ou Chateaubriand, hein. On demande juste de savoir écrire une phrase correctement. On est d'ailleurs souvent, quand on rédige des contenus en communication, on est assez neutre dans le style, donc c'est pas une question de style. Et puis surtout, quand on écrit, on s'adapte à l'écrit, et on n'écrit pas des choses qu'on dirait à l'oral. Pardon, je suis un peu lourd sur le truc. Et sinon, pour moi, un CV lisible, concis et précis, je trouve que c'est pas mal. Mais Valérie aura peut-être une autre idée. Moi, j'insisterais sur faire preuve de conviction, valoriser ses engagements, ses valeurs. Ce qui est très émergent, dont on a très peu parlé, mais parce que c'est émergent et qu'en fait, quand on interroge les cadres, c'est pour 12% d'entre eux un critère de motivation pour intégrer une entreprise ou une équipe. Mais tout ce qui est quand même responsabilité aujourd'hui sociétale, environnementale, la TR2E, la RSE. Si je suis un candidat qui arrive avec ça déjà, oui, on va se dire tiens, lui il peut apporter ou elle peut apporter quelque chose. Ça répond à défendre ses convictions, ses valeurs, et je pense que chez un certain nombre de candidats, effectivement, c'est très important. Et du coup, donc ne pas mettre au vestiaire son supplément d'âme et de conviction, au contraire. Récemment, je voyais des petits sketchs qui étaient réalisés par Audencia sur l'intégration, sur l'entretien de recrutement, sur tout ça, et la vision de l'entreprise, elle est parfois très très triste, hein. Donc c'est aussi aux candidats de faire bouger finalement les postures des recruteurs et dans l'entreprise. Ludovic, un rebond, on redonne la parole à Valérie tout de suite. Il nous reste une minute avant les questions-réponses. Je suis pleinement d'accord. Ensuite, il ne faut pas que ce soit du fake, et que ce soit il faut que ce soit réellement pensé, et je pense que Valérie est d'accord avec ça. Donc si c'est juste pour dire pour moi la RSE c'est très important, c'est un peu mais on n'est pas à Miss France, donc si vous voulez, j'ai toujours rêvé de travailler dans les marchés financiers. Pardon pour les Miss, mais non, mais c'est la rencontre en fait. Hein. Ça va être une rencontre, parce que quand on regarde ce que les recruteurs devraient faire évoluer, et ce que les candidats se renseigner sur l'entreprise, son secteur d'activité, ses valeurs, est-ce que ça match? Dans vos métiers, on travaille beaucoup pour des clients, et on voit bien toutes ces tendances aussi sur le champ du sociétal et de la raison d'être et des valeurs. Donc je pense que là, il faut aussi être capable de les défendre. Mais que ce soit honnête. Exactement. Et des deux côtés. Un truc pour moi très important, c'est développer ses réseaux. C'est mis en 3. Et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on a un peu trop tendance à résumer le fait de réseauter en ligne. Bien évidemment, avoir un compte LinkedIn mis à jour, savoir effectivement de temps en temps publier sur les réseaux sociaux, dialoguer, etc. C'est important. Mais le networking, j'allais dire physique, présentiel, à travers des événements comme aujourd'hui, à travers des événements bien sûr organisés par Comment. Les pléthores d'afterwork qui fleurissent, thématiques, etc. Et à un moment donné, heureusement, j'allais dire, je fais ma pub 2 secondes, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon agence avec un grand H, c'est pour mettre l'humain au cœur de tout. À un moment donné, les réseaux sociaux, c'est top. Mais la vraie rencontre, elle est indispensable. Comme on parle aussi d'employabilité, ne pas considérer que tout est déjà acquis, définitif, quoi. Entre réfléchir à son projet professionnel, ensuite être accompagné quand on est dans l'entreprise, pour évoluer, pour se former, pour se reconvertir éventuellement, pour monter sa boîte, etc. Donc très important d'être toujours finalement, on veille, d'être toujours plutôt proactif, que d'attendre, ce qu'on disait, je crois, en préambule, que d'attendre finalement de se trouver au pied du mur ou dans une difficulté. Donc être acteur en fait de son évolution professionnelle.
Merci beaucoup. Je rebondis, hein, donc place de la communication. Si vous êtes étudiant en communication, il y a de grandes chances que votre école soit adhérente à Place de la communication. Et dans le package, entre guillemets, l'école doit permettre aussi aux étudiants de participer par petits groupes mais à tous les événements qu'on organise. Donc, c'est plus de 50 événements par an. Allez voir vos responsables pédagogiques, allez les voir. Peut-être qu'ils vous diront « Ah oui, on a oublié de vous le dire » ou « Voilà, le programme est là ». Question-réponse maintenant. Voilà, on a 10 toutes petites minutes parce que le programme ne s'arrête pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des retours d'expérience à partager par rapport à ce qu'on a entendu ? Si vous n'en avez pas, on peut s'en parler en one-to-one également pendant la pause. Question, réaction ? Est-ce que Il y a la vous êtes étudiant ? Je ne vais pas venir vous embêter, hein, vous inquiétez pas, mais ça, vous vous retrouvez dans les résultats ? Ouais. Ok. Parfait. Des difficultés de recrutement peut-être si vous êtes recruteur ou si vous êtes dans les écoles. Est-ce qu'il y a des représentants d'écoles dans la salle aujourd'hui ? Est-ce que ça vous questionne un peu ? Magali, je vais venir t'embêter, t'as vu ? T'as bien fait de venir. Alors Magali, est-ce que tu te présentes très très vite et puis ça te fait réagir ou ça soulève d'autres questions ? Oui, alors je m'appelle Magali Foss, je suis chargée de relations entreprises à l'EFAP et à l'ICAR de Lille. Effectivement, j'accompagne moi particulièrement les étudiants de 4e et 5e année. Donc, ils sont en transition entre leur statut d'étudiant et le statut de professionnel. Et sur le sujet de la rémunération, en fait, pour eux, c'est un vrai sujet avec beaucoup de scrupules, beaucoup d'interrogations de leur part. Autant ils ont été habitués à être rémunérés à un tarif stagiaire, une gratification de stage, autant la rémunération est très importante pour eux, c'est un vrai critère. Je vous rejoins complètement. C'est peut-être pas ce qu'on retrouve dans les études, mais pour eux, c'en est un. Mais ils ne savent pas comment se positionner, ils ne savent pas à quoi prétendre. Et donc là-dessus, ils ne sont pas du tout dans l'assertivité. Ils sont plutôt en attente de voir ce que va leur proposer l'entreprise et d'être en position de j'accepte, je refuse ou je vais choisir, mais pas tellement dans la négociation. C'est un sujet important, mais ils ne s'en sont pas emparés. D'accord. En se sentant en position de force pour négocier. Et je le confirme pour intervenir de temps en temps dans des écoles. Alors en l'occurrence, récemment pas à l'EFAP, mais j'ai une collaboratrice qui vient de l'EFAP. J'étais très étonné. Je me suis retrouvé même face à des étudiants qui étaient en Master 1, qui ne savaient pas, alors c'est l'exception, ne vous inquiétez pas, mais qui ne savaient pas la différence entre CDD et CDI. Donc effectivement, il faut aussi, et du coup, moi en tant qu'entreprise, je me dis bon bah voilà, il faut qu'on aille dans les écoles pour expliquer la vraie vie professionnelle, mais j'allais dire, je renvoie aussi la balle aux écoles pour leur dire bah, soit appelez-nous, soit effectivement c'est aussi aux écoles dans les formations de se renseigner effectivement sur les rémunérations moyennes, et j'imagine que l'APEC, ça vous avez des chiffres. Oui, alors il y a des études de rémunération à l'APEC et dans d'autres, il y a quand même de la ressource documentaire déjà qui existe. Hein. Donc il faut déjà aller regarder ça. Et puis quand je parlais de se faire accompagner ou de se faire aider, alors je ne peux pas faire de la retape pour l'APEC, mais en effet à l'APEC, on accompagne les jeunes diplômés dans leur insertion au premier emploi et ça fait tout à fait partie des sujets, alors ceux qui ont la chance d'avoir le choix, ceux qui ont la chance d'avoir moins le choix, mais le sujet de la rémunération, on a l'éclairage marché à fournir pour donner au moins une idée et même entraîner, préparer à l'entretien de recrutement où il peut y avoir un sujet de négociation et de rémunération. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Enfin, voilà, je suis là aujourd'hui. Je me permets, parce que moi je suis très sensible à ça, ça permet aussi d'éviter l'effet pervers de certaines offres d'emploi qui sont juste des offres d'emploi bullshit. J'ai vu il n'y a pas longtemps une annonce responsable communication. J'ai dit tiens, intéressant, responsable communication. Je creuse. En fait, c'est une boîte, je ne citerai pas, mais qui lance une solution, un algorithme pour produire du contenu, évaluer l'efficacité du contenu, qui en fait cherchait 3 stagiaires. Responsable communication, pour produire du contenu et bêta-tester la solution qui n'était pas encore en ligne. Donc moi, je sors la Kalachnikov quand c'est comme ça. C'est aussi une manière pour nous de faire de la pédagogie, c'est aussi une manière d'éviter aussi des mauvaises expériences
dans lesquels on pourrait tomber quand on cherche une expérience, un stage, etc. Responsable com, stagiaire pour produire et tester une solution, non, pas possible. C'est un petit peu le défaut dans la nouvelle économie. Enfin, ça fait un peu vieux con de dire nouvelle économie. Mais en tout cas, oui, on a beaucoup de startups où il y a un seul communicant dans la boîte et du coup, il est dit directement où elle est, DIRCOM. DIRCOM, voilà. Mais DIRCOM de lui-même ou d'elle-même, quoi. Peut-être un retour d'expérience, Céline Mathuzac, département Infocom donc de l'Université de Lille. Nous, le retour d'expérience des étudiants qui souhaitent rentrer sur le marché de l'emploi, c'est le recrutement. Et ces phases de recrutement qui peuvent être hyper compliquées en les mettant dans des situations sur 72 heures, il faut produire des plans de com. Donc, sur les petits post-it, je disais une éthique du recrutement parce que vraiment, je pense que des fois, ça les met dans des situations très compliquées. Et là aussi, sur la qualité de travail, ça en dit long aussi sur peut-être les relations et le futur du travail qui se fera après. Sujet, mais c'est vrai pour les recruteurs. Oui, alors, je vais à nouveau parler de l'APEC, mais c'est vrai qu'on est très sensible à ça, puisqu'on accompagne aussi les entreprises dans leur processus de recrutement. Et ça fait partie, effectivement, de tous les conseils qu'on peut être amené à donner. Alors, moi, j'ai envie de vous dire quand même qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas les bonnes pratiques ou ceux qui ont des pratiques qui sont vraiment déviantes, etc., ils le payent à un moment donné, très clairement, surtout si le marché est très tendu, ils ne recruteront pas, ou ils ne fidéliseront pas, ou la personne rentrera, passera pas la période d'essai, parce qu'on avait bien parlé de cette adéquation entre la promesse et puis ce qui se passe réellement dans l'entreprise en arrivant, hein, et c'est vraiment la première cause de fin de période d'essai ou de démission précoce, voilà. Donc, alors, c'est vrai que en même temps, on aimerait ne pas vivre du tout l'expérience. C'est bien, on est bien d'accord avec ça. Donc, il y a vraiment aussi une action. Enfin, elle est conjointe, hein, puisque c'est en fait la rencontre et la mise en relation qui va compter à un moment donné. Aussi d'appuyer auprès des recruteurs. Et ça vaut aussi peut-être pour des associations, des fédérations, voilà, de pouvoir aussi mettre en place des chartes d'éthique, de bonne conduite. Je ne sais pas si ça fait partie des pratiques dans votre secteur. Si. Mais voilà, ça peut aussi, je trouve, être une modalité d'accompagnement et pouvoir faire le tri entre finalement, je ne vais pas dire les bons, les mauvais, mais en tout cas ceux avec lesquels on a envie de travailler, quoi. J'ai un élément d'explication, mais qui n'excuse pas. Dans nos métiers, côté agence, quand on répond aux appels d'offres, on passe un temps fabuleux et si on perd, on gagne 0. Donc il y a certainement cette dérive potentielle côté agence, mais ça peut être vrai aussi côté entreprise, puisque un plan de com, c'est plutôt une entreprise qui va le demander, etc. Pour moi, carrément, c'est totalement abusé de demander à un candidat de travailler sur un cas. Je vous donne juste mon exemple perso, parce qu'après tout, souvent c'est plus parlant. Moi, tout ce que je demande quand je fais passer un entretien et que ça se passe à peu près bien et qu'on se dit que ça peut matcher, je demande juste, sans mettre de pression sur le temps pour le faire, etc., de m'envoyer une petite note de synthèse qui ne dépasse pas une page. Je ne mets pas la pression, la personne a 3-4 jours pour le faire. Ça me permet effectivement de mesurer la capacité de synthèse, qui est vraiment important dans nos métiers, enfin, dans beaucoup de métiers d'ailleurs. L'orthographe aussi. Et bien évidemment, l'expression écrite, que ce soit de l'orthographe, de la syntaxe ou de la forme. Sachant que je ne mets pas la pression, parce qu'ensuite, la personne a 3 ou 4 jours, donc potentiellement, elle peut se faire aider, se faire relire. Et ça fait partie du truc. C'est-à-dire que, typiquement, pour répondre à la question tout à l'heure, ils ne savent pas comment se positionner sur la rémunération. Comme on est dans une logique où l'élément de différenciation, ce n'est pas le niveau d'études, puisqu'il n'y a pratiquement que des bacs plus 5, et ben, ça va être la capacité aussi de l'étudiant à aller trouver la bonne info sur la rémunération, etc. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Ludovic et Valérie pour ces éléments. Merci à vous. Vous pouvez évidemment poursuivre les échanges, hein, si vous le souhaitez, dans le hall autour des stands, évidemment. Le hub continue dans quelques minutes, hein, c'est-à-dire à 13h. On a notre invité d'honneur, Adrien Vicard, qui est responsable, directeur du développement chez Welcome to the Jungle, qui interviendra dans la continuité de ce qu'on vient d'installer un petit peu comme sujet sur la marque employeur dans tous ses états. Voilà. On va avec lui décrypter les enjeux et les leviers de marque employeur.
La suite logique, c'était toujours avec Adrien Vicard à 15h sur les nouvelles attentes des candidats. Qu'est-ce que c'est un candidat en 2023? Donc, on va creuser un peu ce qu'on a commencé à défricher aujourd'hui ensemble. Douglas Bertrand à 16h, qui est présent aussi sur l'instant. Je vous invite à le faire. Allez tester le CV motivationnel. En quelques minutes, vous pouvez générer votre CV motivationnel, un nouvel outil pour déterminer ses forces et ses motivations profondes. Il sera là pour justement nous expliquer comment le CV motivationnel permet de révéler ses soft skills et ses points de force pour identifier les motivations d'un candidat. Pendant tout le reste de la journée, le salon est là jusqu'à 19h. Des ateliers sur l'employabilité avec Google Ateliers numériques, avec les équipes de l'APEC Hauts-de-France. Merci Valérie d'être venue avec les équipes. Les pieds sur scène sur la prise de parole, etc. Des pitchs métiers toute la journée jusqu'à 18h, avec notamment, on les salue, beaucoup d'adhérents de Place de la Com qui jouent le jeu aujourd'hui. Et évidemment, on se retrouve pour un after-work à 19h, si vous êtes encore là, avec plaisir. Merci à vous. Et puis... allez prendre une petite pause et puis pour ceux qui sont intéressés pour poursuivre ces échanges sur ces sujets, rendez-vous à 13h avec Adrien Vicard. Merci beaucoup.